Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir au harcèlement scolaire. À l'ordre du jour ce soir, pourquoi est-il si difficile de combattre le harcèlement scolaire ? Il et elle s'appelaient Ambre, Lucas ou Lindsay, se sont suicidés cette année après avoir été harcelés en classe ou en dehors de la classe. Car le harcèlement est présent en primaire aussi bien qu'en collège et au lycée, en région rurale comme en ville, dans les établissements populaires comme dans les établissements plus bourgeois, touche garçons et filles et prend la forme de harcèlement parfois psychologique, parfois physique et parfois les deux, mais il a fallu des années pour le nommer, encore plus pour le comprendre et mettre en œuvre des programmes pour le combattre. Depuis la rentrée 2020, le programme phare de lutte contre le harcèlement à l'école a été déployé par le ministère de l'Éducation nationale, qui a annoncé d'ailleurs le généraliser rapidement, tout en faisant du harcèlement scolaire une priorité absolue pour la rentrée prochaine. Je cite, priorité absolue. Pourquoi a-t-il fallu donc tant de temps pour nommer ce fléau et le combattre ? Nous en parlons avec Alexandra Martin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée LR, conseillère départementale des Alpes-Maritimes et vous êtes autrice d'une proposition de résolution, faire reconnaître la lutte contre le harcèlement comme grande cause nationale 2024. Avec nous en duplex depuis les studios de Radio France à Lyon, que nous remercions de les avoir accueillis, Margot Déage, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue de l'éducation et du numérique. Vous êtes membre du Centre d'études et de recherche Travail, Organisation, Pouvoir à l'Université Jean Jaurès de Toulouse. Et vous êtes autrice de « À l'école des mauvaises réputations, les relations entre élèves et leurs risques à l'ère du numérique ». C'est paru en février dernier aux Presses universitaires de France. Et à côté de vous, dans le même studio, Éric Verdier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue communautaire, directeur du pôle discrimination, violence et santé à l'association Société d'entraide et d'action psychologique, la CEDAP. Et vous avez co-dirigé avec Max Chung-Ming, principal de collège, violence et justice restaurative à l'école chez Duno. C'était en 2021. Mais qui vous embête comme ça et pourquoi on vous embête à l'école ? Parce que je suis entre guillemets différent ou parce que tout simplement, sans faire exprès, j'ai cogné une camarade et on m'embête très fort. Même. Très fort ? Très fort, oui. Et ça se traduit comment alors ? Par des attroupements ou des choses comme cela. Vous voulez dire qu'on fait cercle autour de vous ? Oui, mais pas très sympathiquement. C'est pas un cercle pour me fêter mon anniversaire, quoi. Allez. C'est pour se moquer de vous ? Non, pas pour... ou pour me crier dessus, sans moquerie, ou des fois avec des moqueries, oui. Et pourquoi, à votre avis, tout cela ? Mais je l'ai déjà dit, parce que ou je suis entre guillemets différent. Oui, mais ça veut dire quoi, être différent ? Ça veut dire être pas comme les autres. Mais ça veut dire quoi, être pas comme les autres ? Vous avez l'impression que vous n'êtes pas comme les autres ? Non, mais c'est ce qu'on me dit. Enfin, c'est ce que certaines personnes me disent. Et vous le vivez comment quand on vous dit cela ? Moi, ça me dérange pas d'être différent, mais si c'est pour me faire embêter tout le temps, c'est embêtant. C'était la dernière émission sur France Inter de l'heure bleue. Laure Adler recevait un jeune enfant de 9 ans 3/4 le 29 juin dernier. Et après avoir écouté cette émission, eh bien, nous avons imaginé que cela pourrait être une bonne ouverture avec Fanny Richet de la nôtre sur le harcèlement scolaire. Qu'est-ce que vous entendez quand vous entendez ce témoignage de Shai en direct? Donc, il s'appelle Shai. Il a 9 ans 3/4. Qu'est-ce que vous entendez l'un et l'autre, Margot Déage et Éric Verdier, dans ce témoignage? Alors, c'est vrai que cet enfant met en avant sa différence. Il se trouve que quand on est enfant ou adolescent, on a besoin de trouver des repères, de trouver qui l'on est. Et il y a une pression souvent dans les groupes d'enfants, de jeunes, au conformisme, qui est très importante. Mais cela dit, il n'y a pas de différences qui sont forcément déterminantes pour être victime de harcèlement, puisque il peut y avoir, c'est vrai, des effets de minorité, mais des effets aussi de groupe. C'est-à-dire qu'on va être, dans le cas de Shai, il raconte que voilà, il a frappé une camarade, et donc
peut-être que le groupe s'allie contre lui en défense de ce camarade-là. Donc il y a des effets de hiérarchie dans le groupe. Il a tapé sa camarade par accident, dit-il, et c'est comme ça qu'il a été effectivement mis à l'écart. Et qu'est-ce que vous en pensez, Éric Verdier, vous qui avez eu beaucoup l'occasion justement de recueillir ces témoignages, ce type de témoignages? Oui, je rejoins complètement Margot. Ce que je rajouterais, c'est qu'en fait, ce qu'il dit, je trouve très justement, c'est qu'en fait, c'est pas lui qui dysfonctionne, c'est la norme. Nous, on appelle ça normopathie. Et il y a aussi une autre chose intéressante, je trouve, dans ce témoignage, c'est qu'en fait, nous, on travaille sur ce qu'on appelle le phénomène de bouc émissaire, qui, à notre avis, est en amont du harcèlement. Et on voit bien quelque chose qui est en train de se construire, en fait. Alors, c'est déjà avéré dans la façon dont il en parle, mais on peut imaginer que ça a pris racine à un moment donné où il n'était pas encore question de harcèlement. Qu'est-ce que c'est ce phénomène de bouc émissaire que vous travaillez avec le dispositif Sentinelle et référent, justement, Éric Verdier? Alors, il y a plusieurs façons de le définir. Je trouve que la façon peut-être qui parlera le plus aux auditeurs et qui, à mon avis, donne un sens beaucoup plus large à ce qui va devenir ensuite, évidemment, soit la posture du harcelé, soit la posture du harceleur, mais aussi de tous les autres, c'est ce qui se passe quand une norme, donc on appelle ça une normopathie, n'inclut pas quelqu'un. Le fait de ne pas être inclus, de ne pas être le bienvenu, de ne pas être associé, de se retrouver tout seul et isolé. L'isolement joue un rôle énorme dans ce qui ensuite va devenir potentiellement du harcèlement. Alors, ne pas être dans la norme, c'est dans tous les domaines. C'est la question du genre, c'est d'être un garçon, une fille, de ne pas savoir si on est un garçon, une fille. Margot Déage, quelles sont les normes justement que vous avez recueillies dans cette école des mauvaises réputations où vous avez rencontré beaucoup d'élèves pour pouvoir essayer de comprendre qu'est-ce qu'était cette imposition de normes? Oui, voilà. Alors, j'ai été dans 4 collèges d'Île-de-France pendant 2 ans. Et je me suis aperçue que les jeunes essayaient de devenir des jeunes garçons, des jeunes filles. Et donc, il y avait des systèmes de normes qui étaient parfois en opposition pour les garçons et les filles. Donc, j'ai travaillé effectivement avec ce concept de réputation qui est la synthèse des jugements qu'on peut avoir à l'égard d'une personne. Et j'ai trouvé que les réputations étaient différenciées selon le genre, donc selon le fait qu'on soit une fille ou un garçon. Une mauvaise réputation, elle pouvait être positive pour les garçons, c'est-à-dire le fait de transgresser les normes, d'être un caïd, d'avoir des conquêtes amoureuses, ou bien de se faire punir, c'était plutôt valorisé par les pères. À l'inverse, le fait d'avoir une mauvaise réputation pour les filles, c'est-à-dire encore une fois, transgresser les normes des adultes, donc de se faire remarquer, d'être trop près des garçons, etc. En particulier à partir du moment de la puberté, ça pouvait être néfaste pour leur image et justifier des comportements particulièrement blessants. Et puis pour les jeunes garçons qui ne rentrent pas dans la norme masculine habituelle, eh bien, ils sont traités de pédés, ils sont mis à l'écart pour d'autres raisons. C'est cela aussi. Exactement. Il y a une injonction à la virilité dans les groupes de garçons. Donc, on va avoir le stigmate d'efféminé, on va avoir le stigmate de bouffon, c'est-à-dire le garçon qui ne fait pas rire les autres. On va avoir le stigmate d'intello, le garçon qui est trop proche des normes scolaires, ou de balance, celui qui trahit son groupe. Alexandra Martin, Madame la députée, qu'est-ce que vous avez entendu dans ce témoignage de Chaille qui a été recueilli par Laure Adler pour sa dernière émission sur France Inter? Et qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit à la fois par Margot Déage et Éric Verdier? J'ai trouvé bien sûr ce témoignage poignant, et je trouve aussi qu'il illustre assez bien en fait les différents ressorts aujourd'hui liés à la complexité, justement, c'est le thème de votre émission, du harcèlement scolaire. Et il a parlé alors vos invités en parlent bien mieux que moi, bien sûr, mais il a parlé aussi du phénomène de cercle autour de lui, évidemment de sa différence, mais on sent aussi que il n'est pas forcément tout à fait évident pour lui qu'il soit victime de harcèlement. Et ça, déjà, c'est un point, moi, qui me marque beaucoup dans ce témoignage, et malheureusement dans la plupart des témoignages que j'ai pu recueillir aussi sur ce phénomène de harcèlement. Le phénomène aussi, finalement, des enfants qui assistent à ce harcèlement en bande, ou qui assistent au harcèlement d'un individu, et qui finalement aggravent le phénomène de harcèlement en ne faisant rien, en ne défendant pas la victime, en n'allant pas en parler. Et ça fait partie justement de toute cette complexité de pouvoir définir le harcèlement, et puis surtout de pouvoir le prendre en charge, et de pouvoir expliquer à ces enfants qu'ils sont des victimes et qu'ils ne doivent pas le vivre avec presque culpabilité. On en reparlera certainement au cours de l'émission.
Est-ce que, Éric Verdier, on peut définir les types de moyens pour désamorcer ce harcèlement? Il y a la question verticale, je vais parler en ouverture de ce programme phare qui vient du ministère et qui descend verticalement sur les établissements par l'intermédiaire des rectorats. Il y a d'autres types de combattre le harcèlement. Pour combattre le harcèlement, je pense que vous pouvez nous parler effectivement de Sentinelle et référent que vous avez mis en place, qui est un programme communautaire. Et quand on entend communautaire, on n'entend pas forcément communautaire au sens de communauté ethnique, par exemple. Qu'est-ce qu'un programme communautaire et pourquoi un autre type de manière de combattre pour combattre le harcèlement est peut-être plus horizontal que ce qui est mis en place par le ministère, mais avec évidemment la question de l'État qui, depuis le plus haut de l'État, va redescendre en ruissellement sur l'ensemble des établissements. Oui, alors, pardon, en France, le mot communautaire est souvent mal interprété. C'est moins le cas, je trouve, dans d'autres pays francophones. Mais en fait, l'idée du communautaire, vous l'avez expliqué, en fait. L'horizontalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va chercher non seulement à associer la communauté éducative, mais qu'on va associer tout le monde. On va associer les agents, on va associer les parents, on va associer les partenaires. Et surtout, au cœur du communautaire, ce sont les jeunes eux-mêmes. Il n'y a pas de programme communautaire, et c'est ce qui m'intéresse, moi, en tant que psychologue communautaire. On veut dire qu'on est un peu les amis des sociologues dans le champ de la psychologie. C'est de considérer que la communauté est avant tout humaine et que peut-être là où on est très complémentaire du programme phare dont vous avez parlé, qui a son utilité, puisque ça amène de manière verticale à lutter contre les effets, de s'intéresser à la sanction, à l'alternative à la sanction. Ok, je pense que c'est pas mal. Je veux dire, ça apporte quelque chose. Mais pour pouvoir s'intéresser aux causes, à ce qui est en amont, comme je l'ai expliqué rapidement tout à l'heure, et aussi et surtout, j'ai envie de dire, on pourrait prendre l'exemple du jeune Lucas d'ailleurs, à la réparation. Eh bien, nous, on va mettre en place, avec les équipes, avec toutes ces personnes-là, via le programme Sentinelle et référent notamment, de la réparation communautaire, qu'on pourrait aussi approcher de quelque chose qui commence à faire sens, je trouve, c'est la justice restaurative. C'est-à-dire que si on ne répare pas, et pour les victimes, et aussi pour les auteurs, quelque part, pour pouvoir tourner la page, mais aussi pour les témoins, qui ont joué un rôle actif, on l'a vu dans l'exemple du jeune, et bien finalement, on n'en sort pas. Margot Déage, avant que je redonne la parole tout de suite à Alexandra Martin. Oui, mais je serais pas tout à fait d'accord pour dire que le programme phare est complètement vertical, puisque finalement l'ambition du programme phare, c'est la prévention globale. Donc pour l'instant, il est balbutiant, on commence à le mettre en œuvre, mais il consiste à former en fait les différents acteurs de la communauté scolaire et en particulier les jeunes. Il y a des formations du CP à la 3e aux compétences psychosociales. On demande aux représentants des collégiens de participer à la rédaction du règlement intérieur pour les cas de harcèlement. On forme les ambassadeurs et il y a la méthode de la préoccupation partagée qui consiste à faire participer aux harceleurs à la résolution du problème. Donc, c'est une méthode qui vient du Québec en particulier, c'est ça, la méthode de la préoccupation partagée? Non, c'est pas du Québec? Nord de l'Europe. Du nord de l'Europe, d'accord. J'avais cru la voir au Québec également. Oui, Margot Déage, donc... Oui, c'est une adaptation de la méthode PICAS qui vient du nord de l'Europe, qu'on appelle aussi la méthode non blâmante. Et qu'est-ce que ça veut dire, une méthode non blâmante? En fait, toute la difficulté, quand il y a un élève qui se plaint d'être victime de harcèlement, c'est que déjà ce statut de victime va pouvoir justifier de continuer d'amplifier les agressions à son égard. Et en plus de cela, l'agresseur va commencer à le traiter de balance, etc. Et le cas risque de s'aggraver. Donc l'idée de la méthode non blâmante, c'est d'aller voir l'agresseur et de ne pas lui dire qu'il est agresseur et de dire « Ah, mais j'ai remarqué que cet élève-là, la victime, n'allait pas bien. Comment tu peux faire pour améliorer la situation ?» Qu'est-ce que vous pensez de ce type de méthode, Alexandra Martin? Je pense que vous êtes avec votre proposition de résolution pour faire reconnaître la lutte contre le harcèlement comme grande cause nationale. Ça peut faire partie de l'arsenal, mais vous avez d'autres idées sur cette question-là? Oui, tout à fait. D'abord, il faut bien remettre les choses en perspective. Un élève sur 10 est victime ou sera victime au cours de sa scolarité de harcèlement scolaire. Les chiffres sont absolument épouvantables. La méthode phare, elle a été mise en place et généralisée aux écoles et aux collèges
en septembre de l'année dernière. Donc, on accuse un très grand retard par rapport aux autres pays. Vous citiez la Suède, le Québec, la Finlande, le Royaume-Uni qui a mis en place effectivement la méthode PICAS. Donc, on a encore un long chemin à faire pour qu'effectivement, vous parliez d'implication communautaire, de réparation communautaire. Oui, il faut une synergie absolue dans ce problème. Et c'est la raison pour laquelle j'ai déposé cette proposition de résolution, parce que c'est un enjeu sociétal majeur et qui est malheureusement un des symptômes d'une violence sociale grandissante, et notamment chez les plus jeunes. On le voit en matière de délinquance des mineurs, un autre sujet que je traite, et on l'a vu au cours des émeutes dernières. Alors pourquoi une cause nationale ? Pour créer justement un effet de mobilisation générale avec deux finalités: libérer la parole des enfants victimes et prévenir le harcèlement et le cyberharcèlement pour que les enfants tout simplement puissent apprendre en sécurité. Et il y a encore beaucoup à faire, effectivement. Bien sûr, phare existe et c'est très bien, mais il faut arrêter aussi de réagir dans l'émotion. Et je crois aussi que travailler au moment de l'école, du CP jusqu'au CM2 sur un projet pédagogique croisé dans toutes les classes, qui impliquerait aussi les parents et tout le personnel pédagogique, me paraîtrait être une bonne solution, sachant qu'aujourd'hui les plateformes phares et les formations qui sont comprises en phare sont basées sur le volontariat des enseignants et des professeurs. Et généralement, ça finit par être traité par les équipes, les principaux et les directeurs. Et je crois qu'il faut rendre cette formation obligatoire. Ce sont une des pistes que j'envisage et qui me paraîtrait être beaucoup plus efficace. Éric Verdier, Margot Deshages, est-ce que vous pouvez réagir à ce qui vient d'être dit par Alexandra Martin, Margot Deshages ou Éric Verdier, comme vous préférez? Alors, peut-être déjà sur le profil et sur le pourcentage. Moi, il y a une première chose qui me fait réagir, c'est qu'en fait, je pense que comme c'est avant tout un problème de normes, on l'a dit, Margot et moi, vous l'avez dit aussi, Madame, ça signifie qu'on ne peut pas traiter uniquement la question des victimes, qu'on doit agir globalement sur la norme, sur ce qui se passe au niveau du collectif, qu'il ne faut pas non plus oublier les auteurs. Dans nos travaux, je pense que Margot réagira aussi dessus, mais il y a un nombre significatif de ces auteurs qui ont connu, alors pas forcément du harcèlement. Nous, ce qu'on a identifié, c'est qu'ils ont très souvent été dans des postures de bouc émissaire, donc pas forcément harcelés, mais ils ont cherché à trouver leur place dans le groupe, justement en prenant une place un petit peu supérieure. Voilà, c'est la première réaction. Je sais pas si Margot Deshages. Oui, alors je reviendrai peut-être sur deux choses, sur la question des chiffres. Alors, 1 sur 10, à mon sens, c'est plutôt sous-estimé, d'ailleurs, puisque dans le calcul du harcèlement tel qu'il est fait aujourd'hui, on prend en compte les victimations physiques et les victimations verbales, mais on ne prend pas en compte ni les victimations sexuelles, ni les victimations numériques. Donc, c'est plus, malheureusement. Et pour le vous dire qu'il y a plus d'élèves, d'enfants, etc., qui sont touchés par cette question du harcèlement sous toutes ses formes que 1 sur 10. Pour le dire de manière très simple, on sous-estime grandement le harcèlement dont peut être victime les filles, globalement, puisque ce sont des victimations, celles qu'on ne prend pas en compte, ce sont celles qui concernent directement les jeunes filles. Et du point de vue de la délinquance, je pense qu'il faut faire très attention à ne pas faire d'amalgame. J'ai travaillé donc sur les données nationales, les enquêtes de victimation qui sont faites dans différents établissements. Et quand on regarde dans les victimations, on prend des victimations qui peuvent être associées à la délinquance, tout ce qui est racket, vol, attaque avec des armes, etc. Alors oui, on peut voir une prévalence peut-être plus importante dans les quartiers difficiles de ce type d'agression, mais en réalité, le harcèlement, il est présent partout et de manière uniforme dans tous les établissements. C'est-à-dire aussi bien, comme je disais, aussi bien dans le rural que dans l'urbain, aussi bien dans les quartiers centraux et plus favorisés que dans les quartiers moins favorisés. Éric Verdier ? Oui, juste pour appuyer ce que vient de dire Margot, je pense que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que en fait, c'est 100% des jeunes qui sont impactés. Donc même si effectivement les chiffres sont probablement sous-estimés, mais de toute façon, là où ils sont largement sous-estimés, c'est que quand on est témoin de ce type de situation et qu'on choisit de ne pas intervenir, on est aussi traumatisé par ce qui se passe. Oui, parce que d'un seul coup, il y a la honte qui peut entrer en ligne de compte, exactement. C'est-à-dire d'avoir assisté à des scènes auxquelles on ne devrait pas ou ne voudrait pas assister, oui. Mais de n'avoir rien fait, de n'avoir pas participé.
occupé. Ou d'avoir été complice parfois. Ouais. Et une dernière chose rapidement, on se trompe aussi souvent, je trouve, je sais pas si Margot sera d'accord avec moi, mais on se trompe aussi souvent sur le profil de ceux qui sont victimes. Moi, j'ai rencontré en 20 ans énormément de jeunes que j'appellerais des hérissons ou des porcs-épics, c'est-à-dire qui ont mis en place des stratégies pour pouvoir survivre. Ils n'ont pas agressé une personne en particulier, ils agressent tout le monde. Or, ceux qui agressent tout le monde, ils font pas de mal, en fait. Ils sont juste en train de se défendre avant de se noyer. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexandra Martin, de ces quelques nuances qui ont été apportées à votre propre propos? Elles sont importantes. Évidemment, il ne faut pas faire d'amalgame. Néanmoins, il est important quand même de préciser que la loi du 2 mars 2022 a érigé le harcèlement scolaire en un délit, avec des peines qui peuvent être des peines lourdes en fonction de l'âge de l'auteur et de l'âge de la victime, qui peuvent aller jusqu'à de l'emprisonnement. Bon, on a vu que après le suicide du jeune Lucas, ses agresseurs ont quand même été reconnus coupables du harcèlement scolaire, mais pas de lien de causalité avec le suicide. Ils risquent quand même 18 mois de prison. Et si le lien avait été bien établi, ils auraient risqué 5 ans de prison. Alors, évidemment, je pense qu'il ne faut pas uniquement baser le harcèlement scolaire sur un problème de moralisation. Il faut aussi sanctionner, il faut aussi responsabiliser les parents. C'est un débat qui aujourd'hui est en train de prendre, moi j'en parlais déjà depuis longtemps avec David Lisnard, le président de l'AMF, en ce qui concerne la délinquance des mineurs, déjà depuis novembre dernier. Voilà, dans une proposition de loi où on propose de responsabiliser pénalement les parents d'enfants qui ont commis des délits et des crimes. Et au-delà de ça, effectivement, l'auteur est très important aussi à prendre en compte. Vous savez, je suis présidente d'un groupe d'études sur les violences intrafamiliales. Et là aussi, on est presque sur les mêmes ressorts. Quand je parlais tout à l'heure de libérer la parole des enfants, les femmes aujourd'hui, elles se sentent davantage en confiance parce qu'on les a prises au sérieux, parce qu'on les accompagne mieux, parce qu'elles sont mieux accueillies. C'est pareil pour les enfants. Il faut que les enfants osent parler à leurs parents, il faut que les enfants osent parler à leurs enseignants ou à un tiers. Et ça me paraît être déjà la première des choses à faire, les mettre en confiance pour qu'ils sachent qu'ils sont victimes, qu'ils comprennent ce que c'est, et ça dès le plus jeune âge. Margot Déage. Alors il y a un phénomène que je comprends pas trop, parce qu'en fait on parle beaucoup de la loi du 2 mars 2022 qui met le harcèlement en tant que délit. Mais en fait, le harcèlement scolaire est un délit depuis le 4 août 2014. Et là, on voit bien qu'il y a un sujet très populaire et très facilement appropriable. Mais donc ça, c'est déjà un point sur lequel je veux insister, parce que c'est quelque chose qui est ancien. Et du coup, il y a eu des démarches de parents pour aller toquer à la porte de la justice, demander des poursuites, etc. Et en fait, ça ne fonctionne pas très bien. Dans certains cas, ça empire le cas, y compris de la victime. Dans le cas, par exemple, de l'affaire Marion Fraisse, cette jeune fille s'est suicidée, elle n'a pas eu gain de cause au pénal, sa maman. Donc, ok, on peut mettre des lois, on peut proposer des sanctions, mais en réalité, l'urgence, c'est de s'occuper des victimes, de s'occuper même des auteurs. Et le problème aussi, c'est qu'il y a une complexité du harcèlement qui fait que, comme Éric Verdier l'a dit tout à l'heure, l'agresseur peut être victime, la victime peut être agresseur. Et au fond, les personnels de l'éducation parfois se trompent quand ils désignent le coupable. Oui, allez-y, Éric Verdier, avant que ne reprenne Alexandra Martin. Et puis pour rebondir sur ce que Margot a dit, oui, je pense pour moi, il y a un risque et ça me fait un petit peu peur aujourd'hui, en fait, pour être tout à fait clair, c'est justement la surpénalisation. Alors, pour plusieurs raisons. Une des raisons principales, c'est, je pense qu'on est en train de faire une pression et des amalgames pour les équipes concernées. Je pense aux adultes, je pense aux chefs d'établissement qui sont parfois dans des situations de tension extrême. Évidemment, toutes les équipes, les enseignants, CPE, infirmières, etc., même les agents qui sont, j'ai envie de dire, dans une situation où ils vont se retrouver peut-être dans une tentative d'aller vers le pénal alors qu'il y aurait plein de choses à faire avant. Et je pense réellement qu'on les met en danger, parce que quand on leur donne pas la possibilité justement de construire tous ensemble, j'en reviens au communautaire, des pistes de solutions qui vont reposer sur l'intelligence collective, qui vont reposer sur l'attention et les émotions aussi que ressentent les uns et les autres, et les histoires des uns et des autres, je pense qu'on peut aller vers une dérive qui va donner peut-être des résultats encore plus inquiétants sur ce phénomène-là, y compris chez les adultes. Alexandra Martin, on voit bien la différence d'approche des uns et des autres dans cette discussion. Alexandra Martin, vous vouliez réagir, on fera une petite pause après.
Oui, je voulais réagir parce que, alors peut-être parce que je suis députée, mais pas que. Aujourd'hui, la loi, c'est important. Et oui, vous avez raison, madame, les lois existent, mais elles ne sont pas appliquées. Et c'est bien là le problème. Et quand les sanctions sont données, elles ne sont pas dissuasives. Et pourquoi moi je suis tant attachée à la loi? C'est parce qu'aujourd'hui, une des complexités justement de ce phénomène et des phénomènes de violence dans la société, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes, notamment les plus jeunes, répondent plutôt à la loi de leur clan, à la loi de leurs réseaux sociaux, plutôt que à la loi de la République. Et moi, ça me paraît être une dérive très importante, notamment dans l'éducation civique et morale que les enfants doivent recevoir à l'école. Et je suis favorable, moi, à la transformation du service national universel en un parcours citoyen universel au collège et qui le rendrait obligatoire. Mais voilà, ça fait partie, c'est un tout, vous avez entièrement raison, évidemment, et c'est en ça que c'est très complexe. Et si on ajoute, évidemment, mais on en parlera certainement, que aujourd'hui, les enfants qui sont harcelés à l'école, bien quand ils rentrent chez eux, ils ne sont pas non plus protégés, ils n'ont pas de répit, parce que les réseaux sociaux les suivent jusque chez eux. On va en parler évidemment dans un instant. Il est 18h40 sur France Culture. Vous écoutez le temps du débat. Pourquoi est-il si difficile de combattre le harcèlement scolaire? En compagnie de Alexandra Martin, députée LR et conseillère départementale des Alpes-Maritimes, qui a fait une proposition de résolution pour faire reconnaître la lutte contre le harcèlement comme grande cause nationale 2024. Avec nous également en duplex depuis les studios de Radio France à Lyon, Margot Deshages, qui est sociologue de l'éducation et du numérique et autrice de À l'école des mauvaises réputations aux presses universitaires de France, qui vient de sortir, et Éric Verdier, qui est psychologue communautaire, directeur du pôle discrimination, violence et santé à l'association CEDAP, l'association Société d'entraide et d'action psychologique. Il est co-auteur de Violence et justice restaurative à l'école, paru chez Duno en 2021. Ça fait seulement 3 ans maintenant qu'on a commencé à s'en saisir avec une première campagne de sensibilisation qui a été conduite à l'époque, c'était par Luc Châtel. Et puis surtout, avec Vincent Payon, depuis maintenant 1 an, le lancement d'une dynamique que je compte amplifier de mon côté, qui nous a conduit à créer par exemple une équipe dédiée à cette question de la prévention et de la lutte contre les violences en milieu scolaire. Quand un enfant met fin à ses jours, il n'y a pas de mots pour dire l'émotion, le chagrin, la douleur. Il n'y a pas de mots. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et donc, j'adresse mes pensées les plus émues à ses parents, à ses proches, à ses amis. Ce drame montre à quel point la lutte contre le harcèlement scolaire, la lutte contre l'homophobie, parce que l'homophobie tue, oui, doit demeurer une priorité du gouvernement. L'éducation nationale est pleinement engagée en la matière. Vous pouvez compter sur moi. France Culture, le temps du débat. Emmanuel Laurentin. Vous avez d'abord entendu Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation. C'était en 2015, interviewée par Patrick Cohen dans la matinale de France Inter. Puis Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale actuel. Il s'exprimait au Sénat le 18 janvier 2023 après le suicide dans les Vosges de Lucas, collégien âgé de 13 ans. Ce florilège d'archives, pourrait-on dire, de 2 ministres à 8 ans d'écart, pour dire la lenteur peut-être de la mise en place de ces politiques. Qu'est-ce que vous en pensez, Éric Verdier, par exemple, de cette lenteur ? Alors, j'ai beaucoup à dire sur la question. D'abord parce que nous avons été associés du temps du Châtel. C'était Monsieur Blanquer qui était notre premier interlocuteur, il était DGESCO à l'époque, à la construction des premières assises contre le harcèlement scolaire. Et c'était quoi, 2015, 2014 C'est 2010, 2010. 2010. Voilà, 2010, ouais, ça a commencé en 2010. Les premiers contacts ont commencé en 2010. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que on n'est toujours pas reconnu par le ministère. Alors que le programme Votre dispositif, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Alors que le programme est présent sur une douzaine de rectorats, qu'il a été multi-évalué par des sociologues d'ailleurs, et j'ai envie de revenir sur ce point parce que je trouve que c'est important par rapport à notre débat. À mon avis, ce que ce programme apporte et qui vient complètement remplir les missions de phare, je rejoins Margot sur le fait que le cadre est posé et c'est très important qu'il soit là, c'est de créer une confiance entre les jeunes et les adultes. Parce que le problème, il est là. Et que quand on forme, dans Sentinelle et Référence, c'est le cas, pendant 4 jours, des jeunes et des adultes en même temps, dans la même dynamique, ce qu'on obtient comme résultat qui est extraordinaire, c'est une relation de confiance qui, à mon avis, n'est pas possible si on sépare
les deux. Margot Déage, cette lenteur, cette mise en place progressive, alors on peut dire que ça ne va pas assez vite, mais néanmoins, il y a à chaque fois une nouvelle brique qui a été posée. Oui, alors c'est vrai que ça prend du temps. On est très en retard par rapport à nos voisins, mais maintenant, prendre des décisions dans la précipitation sans être sûr que ça ne va pas empirer la situation, bon, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Il y a des choses qui ont été mises en place. Maintenant, le problème, c'est que les acteurs de l'éducation, ils sont vraiment très chargés. Au début, il y avait les référents harcèlement, donc ceux qui sont derrière le numéro 3020 qui existe encore. C'est des gens qui ont d'autres missions par ailleurs. De la même manière, les enseignants, leur mission, c'est de transmettre des disciplines scolaires. Et donc, c'est très difficile, surtout à une heure où l'éducation nationale peine à recruter, il y a beaucoup d'émissions, etc., de demander toujours plus aux membres de la communauté scolaire. Et on se retrouve avec des personnes qui endossent plusieurs casquettes, qui sont référents égalité, référents harcèlement, référents tout. On leur demande tout et par vocation, peut-être par engagement, mais à la fin, ces personnes-là frisent le burn-out très souvent. Donc, on a vraiment un problème, je pense, structurel de recrutement, de manière générale dans l'éducation nationale. Alexandra Martin, est-ce que vous voudriez rajouter en tant que parlementaire de nouvelles, de nouvelles lois ou de nouvelles dispositions à celles qui existent déjà? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'il ne faut pas attendre encore un peu que cela se mette en œuvre progressivement des programmes précédents? Oui, alors moi je partage ce qui vient d'être dit par vos deux invités. Alors effectivement, les briques sont posées, mais maintenant c'est toute la maison qu'il faut construire. Alors il faut aller vite, mais il ne faut pas se précipiter. Moi, je partage tout à fait cette idée que le phénomène maintenant doit vraiment être pris dans toute sa complexité et dans son ensemble. Le personnel éducatif, moi je leur jette pas la pierre. Le système phare, il était présent malheureusement dans le collège où la jeune Lindsay s'est suicidée. Je ne condamne pas, évidemment. Simplement, je dis qu'il faut mieux armer les personnels éducatifs dans les collèges, dans les lycées maintenant, puisque le phare va être développé aussi dans les lycées. Oui, bien sûr, il y a des choses à améliorer. Moi, vous savez, je connais un collège dans ma circonscription qui n'a toujours pas d'infirmière. Et ça fait des années qu'on le réclame en tant que conseillère départementale, en tant que députée. Et donc, il faut vraiment armer tous ces éducateurs pour qu'ils puissent effectivement mieux appréhender à la fois les victimes, les auteurs et les témoins. Voilà, pour moi, c'est les trois piliers. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais effectivement, un projet pédagogique au sein des écoles primaires, au moment où justement on apprend à vivre ensemble, en incluant les parents. Je pense que ça aussi, c'est vraiment très important. Vous avez raison, madame. L'éducation ne peut pas tout. L'éducation, elle doit d'abord être le fait des parents. L'école doit enseigner. Malheureusement, l'école a dû pallier l'absence de l'abandon de nombreux parents dans leur parentalité. Donc, il faut aussi travailler sur la parentalité. Est-ce que on peut dire avec vous, Margot Déage, que ces questions touchent tous les milieux, comme on l'a dit déjà, toutes les géographies, pourrait-on dire, mais aussi tous les âges. Est-ce que ce harcèlement peut commencer très tôt? On parle du collège beaucoup, on dit que c'est là, effectivement, où on apprend, et vous le dites vous-même, à être sexiste. Cette question du sexisme, c'est beaucoup autour du collège que ça se met en place, mais est-ce que il faut remonter plus haut, c'est-à-dire dans les écoles primaires, pour pouvoir justement se poser la question de comment se met en place le système de harcèlement? Oui, bien sûr, des violences entre enfants, c'est vrai, il y en a à tous les âges. Pour ma part, j'ai eu l'occasion de travailler en école maternelle, donc c'était en 2014, et là on a vu le cas d'un garçon qui a été allé dans les buissons avec une petite fille et qui l'a forcé à se déshabiller. Voilà, il y avait ce genre de choses, et puis après ça s'est su, donc la petite fille avait eu de gros problèmes, et ils avaient 4 et 5 ans. Donc dès très jeunes, en fait, il faut apprendre d'une part aux enfants à faire respecter leurs limites, à dire leurs limites, et d'autre part aux autres à accepter les limites des enfants. Donc ça, c'est un gros travail à faire. Oui. Éric Verdier, qu'a changé, parce que je crois que Alexandra Martin nous a tendu la perche tout à l'heure pour qu'on en parle dans cette deuxième partie, qu'a changé
le numérique dans cette affaire, c'est-à-dire la multiplication des réseaux sociaux par rapport au moment où vous avez commencé à vous intéresser à ces questions-là en tant que psychologue communautaire? Est-ce que cela a accentué les questions, en particulier quand on est au collège, quand on est au lycée, quand il y a effectivement des questions de nude, comme on dit, de photos demandées aux uns et aux autres, qu'on échange sur les réseaux et qui finissent au bout du compte par devenir un moyen pour pouvoir harceler en dehors de l'école les gens qui ne l'ont pas été ou qui l'ont déjà été à l'école? Bien sûr, enfin, tout le monde le dit, hein, ça a fait exploser quelque chose qui était déjà présent. Hein. Enfin, moi, je l'ai connu aussi quand j'étais enfant. Hein, on va pas se leurrer, c'est des choses qui ont toujours existé, mais qui évidemment aujourd'hui ne peuvent plus se traiter de la même manière. Même si, je pense que Margot pourrait en parler mieux que moi, même si pour le coup, on a quand même le recours plus facile à la preuve et potentiellement au pénal, ce qui est parfois beaucoup plus compliqué quand on est en situation réelle. Mais je vais revenir sur une chose ou deux, si vous permettez, qui me paraissent importantes. La première chose, c'est que Margot l'a dit à plusieurs reprises, les questions de genre, elles sont omniprésentes. Les normes de genre sont omniprésentes. Et pas que au moment du collège. Elles sont déjà présentes avant et elles vont être encore présentes après. Et que nous, ce qu'on a remarqué, même si c'est quelque chose qui peut-être pourrait paraître un peu caricatural, mais à mon avis, c'est pas le cas, c'est qu'il y a quand même une asymétrie entre les garçons et les filles et que là où les filles sont attaquées sur leur liberté, hein, l'exemple que Margot a donné en fait partie, les garçons vont l'être beaucoup sur leur sensibilité. Donc, c'est important de travailler sur les normes de genre qui autorisent un garçon à être sensible, une fille à être libre. Et une dernière chose qui renvoie aussi à ce qu'on peut faire concrètement, c'est que je pense que si on est, et ça rejoint aussi la surcharge des enseignants, etc., si on a un dispositif spécifique pour le harcèlement, un autre pour la sexualité, un autre pour les violences, encore un autre pour les questions d'addiction, on va pas y arriver. Ce qui est très important, c'est de co-construire avec les équipes, j'en reviens au communautaire, quelque chose qui sera à la croisée des chemins, qui va permettre toute problématique, que ce soit de violence ou de souffrance, d'être abordée par une équipe, donc qui va être le plus large possible, qui va pouvoir approcher toutes ces situations et faire en sorte qu'il n'y ait pas un double déni, qu'elle soit dans l'ombre. Alexandra Martin, madame la députée. Oui. Alors, le cyberharcèlement, effectivement, prolonge le harcèlement jusque dans le domicile des enfants. Alors bon, vous allez dire encore que j'y reviens, mais c'est une circonstance aggravante du harcèlement moral. Et c'est vrai que là encore, nous sommes très en retard. Je voudrais juste revenir sur une chose. La loi de 2014, effectivement, traitait du harcèlement de manière générale. Ce n'est qu'en 2022 qu'une loi est venue punir et définir le harcèlement scolaire. Vous voyez quand même la gravité du retard de notre politique publique en ce domaine. Et pour le cyberharcèlement, c'est pareil. On a l'impression de découvrir. Alors on a voté très récemment une proposition de loi qui a posé la majorité numérique à 15 ans. C'est-à-dire que les plateformes devront trouver les moyens techniques, même si je sais que ce n'est pas facile, et juridiques, de pouvoir vérifier l'exactitude de l'âge des personnes qui viendront s'inscrire. Voilà, je pense... Bon courage, parce que si on voit combien il est difficile d'essayer de mettre en place une barrière pour les sites pornographiques sur le net, pour les réseaux sociaux, ça va être encore plus difficile, j'imagine, de mettre en place cette barrière particulière d'âge, puisqu'il faudrait demander les papiers d'identité à chacun et à chacune quand on s'inscrit sur un réseau social. Oui, c'est ce qui rend complexe effectivement le processus, mais il est impératif. Et puis les parents doivent aussi être là pour pouvoir exercer leur contrôle parental. C'est très important aussi. Il faut aussi que toutes ces plateformes, tous ces réseaux sociaux soient responsabilisés aussi. Les TikTok et autres. 60% des 10-18 ans sont sur TikTok. Oui, absolument. On a vu pendant les émeutes ce qui a défilé comme appel à l'insurrection et à la haine. Et là, les plateformes, elles ont un rôle très important à jouer. Il faut qu'elles sachent la responsabilité qu'elles ont aussi dans ce phénomène d'escalade du harcèlement scolaire. Et cette proposition de loi va y concourir. Et on espère avoir des solutions techniques et juridiques très rapidement. Margot Déage, est-ce que ces solutions techniques suffiraient à freiner ce harcèlement scolaire, ou est-ce que ça serait comme une sorte de puits sans fond, parce qu'on dit depuis le début de cette émission qu'on essaye d'une certaine manière par de très nombreux moyens de mettre en place des politiques contre ce harcèlement scolaire, mais qu'on voit bien que quand on bouche une des entrées d'eau sur le bateau d'un côté, ça repasse par l'autre côté.
Oui, effectivement. Alors, juste avant de répondre, je me permets d'insister. La loi de 2014 mettait bien au pénal, sanctionnait bien comme délit le harcèlement scolaire. Vous pouvez aller voir. Alors, en ce qui concerne ces sanctions, alors le fait d'autoriser Internet les réseaux sociaux à partir de 15 ans et de les laisser accéder avant s'il y a une autorisation parentale, ça suscite énormément de questions. Alors peut-être que la première chose, c'est quand on renvoie la responsabilité aux parents, c'est-à-dire que on choisit pas ses parents, pour le dire simplement, et il y a des parents qui vivent, par exemple, dans des familles monoparentales, juste avec leur mère, qui sont débordés par leur travail parce qu'il faut qu'ils nourrissent leur enfant, etc. Et donc, il y a des parents qui, de par leur travail, sont clairement moins disponibles pour surveiller leurs enfants. Donc ceux-là, ils vont être vraiment dans une situation plus difficile que les autres. Ensuite, le problème de la majorité à 15 ans, c'est que, comme vous l'avez dit très justement, c'est qu'il faut vérifier. J'ai entendu parler de France Connect, France Identité, pour pouvoir s'assurer que les enfants sont bien les enfants de leurs parents. Donc ça veut dire qu'on va vérifier à la fois l'identité des enfants et l'identité des parents. Ça veut dire qu'on va pouvoir connecter en fait votre identité à votre activité sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'on va pouvoir en savoir d'autant plus sur vous. Donc le gouvernement aura ce pouvoir. Est-ce qu'on en veut, est-ce qu'on n'en veut pas? Ça, c'est une question qu'il faut soumettre au jugement démocratique parce que c'est vraiment une décision très lourde. Une question pour terminer qui va vous mettre en désaccord, j'imagine, les uns et les autres. On pense à faire sortir les auteurs du harcèlement du lycée, du collège ou de l'école où ils sont, alors qu'aujourd'hui on essaye d'extraire souvent la victime de ce même lycée, collège ou de cette même école. Qu'est-ce que vous en pensez, Éric Verdier? Il nous reste 2 minutes 30 pour cette question complexe mais qui va nous permettre de conclure. C'est une solution de dernier recours, mais c'est en aucun cas, pour moi, c'est la pire des solutions, quelque part, même si parfois, effectivement, c'est ce qui se passe in fine. Moi, ce que je voudrais dire, justement, c'est que j'ai eu l'occasion d'expérimenter le programme en prison pour mineurs et j'ai vu les résultats de ce type de stratégie. Tous les jeunes que j'ai rencontrés en prison pour mineurs, le programme a très bien réussi, d'ailleurs, c'est des jeunes qui étaient passés, à un moment donné, par la case auteur et qui a été même sorti du système scolaire et qui, du coup, s'est retrouvé avec une situation qui était de stigmatisation et de montée d'un cran, en fait, ceux qui avaient déjà agi. Donc je pense que c'est pas la solution. Alexandra Martin, vous pensez que c'est une solution? Oui, moi je participe à de nombreux forums de discussion entre parents qui ont des enfants qui sont harcelés. Premier réflexe qu'ils ont, sortir leur enfant de l'école publique pour les mettre dans l'école privée. Je pense que malheureusement ça n'arrangera rien. Mais oui, bien sûr, c'est l'auteur qui doit partir, évidemment. C'est à la victime de partir. Mais par contre, depuis ce qu'on dit depuis le début, il faut aussi traiter l'auteur, évidemment. D'abord pour qu'il ne récidive pas, pour qu'il comprenne ce qu'il fait. Je pense que c'est aussi très important pour la cohésion nationale. Et puis voilà, pour sa vie future et pour la vie des élèves qu'il va croiser. Margot Déage, un dernier mot sur ce point. Alors je suis tout à fait d'accord sur le fait de vouloir déplacer les victimes, c'est totalement injuste pour les victimes et pas du tout mérité. En revanche, le fait de vouloir déplacer les harceleurs, finalement ça va dépendre de la capacité des parents de ces harceleurs à pouvoir défendre leur enfant. Et dans la mesure où on n'est jamais sûr des coupables de harcèlement qu'on désigne en tant qu'adulte, eh bien ça pose d'énormes difficultés encore une fois. On aggrave les choses. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous, Madame la députée Alexandra Martin, députée LR et conseillère départementale des Alpes-Maritimes, pour votre proposition de résolution pour faire reconnaître la lutte contre le harcèlement comme grande cause nationale 2024. Merci à vous, Margot Déage, sociologue de l'éducation et du numérique. Je rappelle votre livre « À l'école des mauvaises réputations », une enquête tout à fait passionnante qui s'est sous-titrée « Les relations entre élèves et leurs risques à l'ère du numérique » aux presses universitaires de France. Et merci à vous, Éric Verdier, psychologue communautaire. Votre livre que vous avez co-dirigé avec Max Chung-Ming, c'est « Violence et justice restaurative à l'école ». On aurait pu parler de justice restaurative, on n'a pas eu le temps. Merci en tous les cas. Le temps du débat a été préparé ce soir par Mathilde Barbier, Mathias Mégic, qui avec Chantal Nouvelot de Radio France à Lyon a mis en œuvre une liaison vidéo qui m'a permis de vous voir en même temps que de vous entendre à distance, et je l'en remercie. Donc à la fois Chantal Nouvelot et Mathias Mégic, également Sarah Masson, Joséphine Reinhardt et Fanny Richet à la réalisation, Daphné Leblond à la technique, Élise Le. Demain, dans les termes du débat du vendredi, émeute. Quel est le pouvoir de l'émeute? Nous vous donnons rendez-vous tout l'été à 18h15.